Bonsoir à tous et bienvenue au 19h. 1 million de dollars américains à titre d'aide humanitaire pour les victimes des inondations qui ont endeuillé les territoires de Calais au sud Kivu. À cela, il faut ajouter 5 accords de coopération dans plusieurs secteurs porteurs de croissance et développement. C'est le gros de la 3e journée de travail du chef de l'État en Chine. Blandine Zovo et Tchétché Mbita, reportage. Vendredi 26 mai 2023, journée inoubliable qui constitue le point d'orgue de la première visite d'État du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en Chine. Sous un décor dominé par le rouge, couleur principale du drapeau chinois, le président Xi Jinping apparaît sur l'esplanade accompagné de son épouse. Vint enfin le cortège de son hôte de marque, soigneusement escorté. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, enfin devant son homologue Xi Jinping, les instants de chaleureuses salutations accompagnés de leurs épouses respectives. Les hymnes nationaux chinois et congolais retentissent sous le son percutant des 21 traditionnels coups de canon, suivis du passage des troupes en revue, des moments teintés d'une solennité sans pareille. La rencontre bilatérale tant attendue entre les deux chefs d'État se tient quelques minutes plus tard, une importante rencontre qui marque un tournant décisif dans l'histoire des relations sino-congolaises. Des relations qui aboutiront prochainement à la redynamisation d'un partenariat équilibré d'État à État. Au cours de ce premier face-à-face, le président Xi Jinping a dit sa solidarité au peuple victime des inondations à Calais dans l'est de la RDC et promet une aide humanitaire d'1 million de dollars pour assister les victimes de ces désastres. Au chapitre des accords, la République démocratique du Congo en rafle 5 au total. Le premier porte sur l'investissement dans les ressources et la coopération écologique. Le second est un protocole d'entente sur l'échange et la coopération en matière d'information et de la communication. Le troisième concerne le commerce et la coopération en matière d'économie numérique. Et le quatrième accord s'articule autour du financement et de la promotion du développement écologique. Enfin, la dernière signature est un accord de coopération entre la radio-télévision nationale congolaise et la chaîne nationale chinoise. Toujours en Chine, le président de la République a été reçu par les personnalités de 2 principales institutions de la Chine. Il s'agit du président de l'Assemblée populaire de Chine et du Premier ministre chinois. C'était au siège du Parlement de ce pays. 2 rencontres entrecoupées par la visite du monument des héros. Revenons au pays. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde est arrivé à Goma. Déjà à l'aéroport, le chef de l'exécutif national a circonscrit le cadre de sa mission qui va, hormis l'évaluation de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, l'amener à Calais pour réconforter les victimes des inondations, mais également apporter le soutien du gouvernement. Pati Tondongo. Il est 2 h du matin. Heure à laquelle le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samalukonde Kyenge a atterri à l'aéroport international de Goma. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. À la tête d'une forte délégation mixte parlementaire membre du gouvernement, Jean-Michel Samalukonde Kyenge est là pour faire le point de la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. À l'aéroport, le gouverneur militaire Constant Dima était présent, ainsi que les autres autorités politico-administratives pour un accueil chaleureux à l'hôte des marques de la province. C'est une mission à la fois sécuritaire, humanitaire et sociale que le chef du gouvernement va effectuer dans cette partie du pays. Sur l'instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, comme vous le savez, nous avons connu dans la zone un sinistre, au-delà déjà de cette situation d'insécurité que nous vivons ici dans
dans les provinces du Nord Kivu et du Ituri, et même un peu du Sud Kivu. C'est important que, après que nous ayons déclaré la zone sinistre, nous venions apporter des solutions dans le domaine social, au niveau de la santé, parce qu'il y a toujours un apport sanitaire à apporter en termes d'appui en médicaments. Pour d'abord réconforter et apporter le soutien du gouvernement aux victimes de la catastrophe naturelle des Calais dans le Sud Kivu, qui a fait 500 morts et plusieurs dégâts matériels. Par la suite, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, qui ne jure que sur les retours de la paix et de la sécurité dans cette partie est du pays, va évaluer la situation sécuritaire avec les autorités de la place. Mais nous avons aussi voulu être avec l'institution qui est l'Assemblée nationale, qui bien sûr tous les jours nous donne des recommandations. Donc nous sommes ici avec le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale qui est Calais. Nous allons travailler pas seulement au niveau du gouvernement, mais aussi avec l'appui du Parlement, notamment avec les députés. Cette population qui réclame la paix et la sécurité a aussi besoin de booster le développement qui passe par la réhabilitation et la construction des infrastructures nécessaires. Nous voulons apporter notre appui au niveau de l'OPD pour s'assurer de la réouverture de la RN2. Nous allons aussi avoir l'implication du ministère de la Défense, notamment avec l'armée, du point de vue du génie militaire et même du point de vue médical, qui pourront nous venir en appui. Malgré son agenda chargé, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge, qui fait de la sécurité la priorité des priorités de son gouvernement, vient pour la énième fois défouler le sol de Goma dans le Nord Kivu. Avec un programme qui prévoit certainement la visite des réconforts aux victimes des inondations des Calais. Les chefs du gouvernement, portant de l'espoir de la population de l'Est de la République démocratique du Congo, est enfin là pour matérialiser la vision du chef d'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place l'homme au centre de tout intérêt. Depuis l'aéroport international de Goma, Pati Tondoro Kizunda pour la radio-télévision nationale congolaise. Et puis, lancement du festival panafricain de musique FESPAM au Congo-Brazzaville. Ce festival va renouer le public africain, la musique moderne et traditionnelle africaine internationale. Un récit de Wanzenge Djokoli. C'est après 8 ans de silence à cause surtout de l'apparition de la Covid-19 qu'est rené le FESPAM, Festival panafricain de musique. La cérémonie du lancement de la campagne de la promotion de cette 13e édition a été faite le week-end dernier par le Premier ministre congolais d'en face, Anatole Koliné Makosso. Je voudrais en cette circonstance solennelle proclamer le lancement national de la promotion du FESPAM ici à Sibiti et souhaite que la fête soit belle et le spectacle intéressant jusqu'au matin. Prévu du 15 au 22 juillet 2023, ce grand rendez-vous culturel sera célébré sous le thème La Rumba congolaise, en vol de la base identitaire vers le vertice du patrimoine de l'humanité. Ce patrimoine auquel fait partie la République démocratique du Congo. À cette occasion, la ministre congolaise d'en face de l'industrie culturelle, touristique, artistique et de loisirs, Madame Lady Bongo, a lancé l'invitation à tous les Congolais d'être présents massivement au stade Alphonse Massamba Deba de Brazzaville. Nous invitons les habitants de Sibiti, de la Lékoum et des autres départements de la République pour nous retrouver le 15 juillet 2023 à Brazzaville. Toutefois, le festival gardera son format habituel avec des concerts et des spectacles dans les quartiers populaires de la République du Congo. Au-delà des brassages de culture et des peuples, il y aura un symposium, un marché de la musique congolaise, une exposition des instruments traditionnels de la musique et une croisière sur le majestueux fleuve Congo. Les difficultés que rencontre le Fonds mondial de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme ont été portés aux oreilles du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention. En séjour à Genève, il a rencontré la délégation du Fonds mondial de lutte contre le VIH-Sida. À Genève, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Samuel Roger Kamba, capitalise le séjour. Il a rencontré le Fonds mondial de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme
pour échanger sur plusieurs questions. Le premier point débattu est relatif à l'exonération. Les importations du Fonds mondial sont quelquefois exposées à la péremption, vu le temps d'attente au dédouanement. Le deuxième point a porté sur la demande du Fonds mondial d'accorder à son personnel des immunités. Et le troisième point a été consacré au remboursement des dépenses non éligibles par le gouvernement de la RDC. Le ministre de la Santé publique a promis de maintenir les échanges avec son collègue des Finances, auquel il enverra la liste des articles à exonérer. Une rencontre qui révèle la projection du Fonds mondial pour 2024-2026 d'un financement de près d'1 milliard de dollars pour la République démocratique du Congo. Dans un autre chapitre, le docteur Samuel Roger Kamba a conféré avec le directeur général de la firme Schiller, spécialisée dans la fabrication des médicaments et autres équipements médicaux. Les échanges se sont essentiellement cristallisés sur la possibilité d'équiper les ambulances en RDC du matériel moderne. En marge de la journée internationale des orphelins du sida et le 5 ans des jeunes éclairés contre le sida, une journée de plaidoyer a été organisée. C'était au programme national multisectoriel de lutte contre cette maladie. Constance Mananga. Les orphelins du sida méritent l'attention de tous. Voilà pourquoi Jeunes éclairés contre le sida s'engagent à les redonner les sourires dans le but de faire rayonner les visages de ces précieux enfants. Une journée marquée par un moment de collecte de fonds pour la continuité de ces programmes, non seulement à Kinshasa, mais aussi dans toute l'étendue du territoire national. Organisée par GECS et ICOP+, cette journée a connu un moment de plaidoyer fait par Paulette Lokonia Sefou, rapporteure adjointe de la CNDH et ambassadrice de personnes vivant avec le VIH-Sida, un peu pour répondre au thème « Investissons plus pour une meilleure prise en charge des PVVIH ». Nous demandons à tous les États, nous sommes des Congolais, de venir nous aider, on travaille ensemble pour dire zéro discrimination, zéro stigmatisation, zéro sida à la République démocratique du Congo. Parce que nous sommes tous les jeunes, c'est les jeunes qui est l'avenir de demain. Bien avant, le PDLS a évoqué la situation des orphelins en RDC en rapport avec l'objectif de l'ONU SIDA, à savoir 90-90-90. Le PDMLS s'est apaisanti sur investir pour une meilleure prise en charge des enfants VIH en RDC. La prise en charge des orphelins du sida constitue un défi humanitaire, économique et social majeur. Les réinsérer dans la société leur permettant de ne plus être des proies faciles pour la délinquance, la prostitution ou la drogue. Plusieurs autres activités ont été organisées en marge de la célébration de la journée des orphelins du sida, célébrée chaque 7 mai de l'année, et le 5e anniversaire des jeunes éclairés contre le sida. Et le directeur général du BTC et des lanceurs était au Palais du Peuple pour répondre aux préoccupations des députés nationaux. Images et commentaires. Invité par la Commission de l'aménagement du territoire, infrastructures, nouvelles technologies de l'information et de la communication de l'Assemblée nationale, sous la présidence de l'honorable José Ngwanda, pour répondre aux préoccupations des députés nationaux relatives aux questions liées à leurs secteurs respectifs, le directeur général du Bureau technique de contrôle, BTC en sigle, et celui de l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, ANSER en sigle, se sont livrés à cet exercice qui relève du contrôle parlementaire. Le directeur général de ANSER, Idesbal Shinamula, a expliqué la vision de son service sur l'électrification rurale et périurbaine. Quant au directeur général du Bureau technique de contrôle, Jean-Aimé Mavar Taïei, il a mis l'accent sur les difficultés qu'il rencontre quant à l'analyse et l'évaluation des marchés avant, pendant et après leur exécution et la vérification des travaux réalisés en vue de leur conformité, ainsi que sur la gestion du patrimoine immobilier de l'État réhabilité par le gouvernement central.
En prévision de Nairobi 4, tous les groupes armés signataires d'actes d'engagement de la fin des hostilités se réunissent depuis ce vendredi à Aru Centre et sur initiative de l'administration militaire avec l'appui technique de la MONUSCO, des précisions avec Junior Selemani. Sont là. Le leader des groupes armés locaux ont répondu présent à l'appel de l'autorité provinciale. Le lieutenant général Luboyanka Chomadjouni, s'inscrivant dans la ligne 3 du président de la République, celle de faire la paix par les moyens pacifiques. Il s'agit de groupes armés signataires d'actes d'engagement de cessation des hostilités, notamment le FRPI, le FPIC, la CODECO et MAPI. Ces délégations chapeautées par le commandant de la 32e région militaire, le général-major Peter Chirimwami, est arrivé tard dans la nuit de ce jeudi 25 au vendredi 26 mai 2023 dans la commune rurale d'Aru, dans les territoires qui portent le même nom. Le conseil territorial de la jeunesse du territoire d'Aru s'est dit content d'accueillir ces assises et invite ses miliciens à désarmer leur cœur. De son côté, la milice Front patriotique et intégrationniste du Congo s'est dit déterminée pour le retour de la paix de la province de l'Ituri, Kakani Bakosso. Pour sa part, l'honorable Daniel Ouyewa, le leader de la circonscription électorale de Djougou, demande à ce groupe d'enterrer l'âge de la guerre pour une paix durable de la province de l'Ituri. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire Ngoy Sengelwa Kiyu, se joint à la délégation depuis la matinée de ce vendredi 26 mai 2023. Tout ceci est dans l'objectif de mettre définitivement fin aux violences en province de l'Ituri, souhait ardent du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui depuis son accession à la magistrature suprême déploie les efforts inlassablement pour la pacification et le développement de la RDC. Pour soutenir la classe moyenne, quelques femmes vulnérables du Kassai central ont bénéficié de l'appui du Fonds national de la microfinance. Jean Kanyonga nous fait les points. Enfin, la province du Kassai central a réceptionné ce mercredi 24 mai 2023 le premier lot des imprimés des valeurs sécurisés en réponse à une commande express faite pour assurer une transparence dans la maximisation des recettes locales. Motif de satisfaction pour l'autorité provinciale du Kassai central par l'entremise du gouverneur de province ad intérim Martin Makita Fwamba, qui a appelé la DGRCAC à jouer franc jeu en se mettant tout de suite au travail. La province du Kassai central, sous l'impulsion de son Excellence John Kabeya Chikai, le gouverneur de notre province, nous avons décidé de nous pénaliser et d'attendre jusqu'au jour où la Banque centrale devait nous livrer des imprimés de valeurs sécurisées. Aujourd'hui, je pense que nous sommes parmi les provinces qui vont travailler dans la transparence. Nous allons livrer les imprimés de valeurs qu'on ne peut pas falsifier. Le DGA de la DGRCAC a pour sa part loué les efforts de la province avant d'inviter les assujettis à payer l'impôt afin de permettre à la province à avoir les moyens de sa politique. Nous sommes premièrement dans la joie parce que c'est une promesse de l'autorité provinciale qui est sous de ce gouverneur de province. Il nous avait promis qu'il va doter la province centrale des imprimés de valeurs sécurisés, quels que soient les coûts que ça a coûté. L'excellence, M. le gouverneur a réalisé sa promesse. Quant à la société civile, elle a appelé la DGRCAC à sécuriser les recettes locales sur base de ces imprimés des valeurs sécurisées. Nous pouvons premièrement saluer d'abord les gestes. Je me rappelle, ça faisait pratiquement plusieurs mois qu'on obligeait nous, dans l'état de société civile, qu'on dote la DGRCAC avec des imprimés sécurisés. Et là, je salue le gouverneur Kabeya pour son obligation par rapport à ça. Et tout ce que moi je peux maintenant demander, c'est voir ces imprimés entrer déjà au marché. Plus de 40 partis et regroupements politiques ont signé dans la ville de Kindu la charte de l'Union sacrée de la nation Maniema. C'était en présence de l'autorité provinciale. Un reportage d'Hérodépanda. La cérémonie a eu lieu le jeudi 25 mai 2023 dans la salle Champagnat de l'Institut de l'Enano à Kindu, où les partis et regroupements politiques se sont retrouvés pour la signature et vulgarisation de la charte de l'Union sacrée de la nation à la suite de la sortie officielle intervenue le 29 avril dernier. C'était en présence du gouverneur à l'intérim du Maniema, Afan Idriss Mangala. À l'issue de cette rencontre politique, Georges Mukunguzi Kandolo, président fédéral de l'ANAD et porte-parole des circonstances, a précisé que le parti membre de cette plateforme politique soutienne le processus électoral organisé par la CENI, devenu irréversible.
la province du Maniema, représentée par tous les partis que vous avez ici, se range en ordre utile pour faire du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le meilleur élu aux élections de décembre 2023 comme président de la République. Nous avons fait la lecture de manière succincte de toutes les dispositions de notre charte qui concernaient les partis politiques, leurs obligations vis-à-vis de la charte et tout ce que nous sommes appelés à faire sur terrain pour matérialiser l'objectif principal de cette charte. L'autorité provinciale a salué la présence de l'AFDC. Les partis politiques signataires de la charte de l'Union sacrée de la nation Maniema a prouvé aussi que l'Union sacrée existe. Pour sa part, le chef de l'exécutif provincial a invité la population du Maniema à ne pas céder aux manipulations des opposants qui n'ont autre mission que de bloquer la suite du processus électoral par des tensions afin d'attirer l'attention de la communauté internationale. Notez que plus de 40 partis politiques implantés au Maniema ont participé à cette matinée politique. Les kimbanguistes du monde entier ont célébré le 25 mai 2023 la fête de Noël à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Un culte a marqué cette journée dans le temple de cette église de la capitale du Cuivre. Le gouverneur du Haut-Katanga y a pris part. Didier Mumba. 10 000 pagnes et 5 000 mouchoirs de tête à l'effigie de l'église kimbanguiste. Jacques Blakato a ainsi tenu sa parole, faite le 6 avril dernier aux fidèles de l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, le prophète Simon Kimbangu de la province du Haut-Katanga. Le gouverneur a choisi la date 25 mai pour non seulement concrétiser sa promesse, mais aussi communier avec les kimbanguistes de la province qui préfèrent en pleine fête de Noël. Ce lot de 10 000 pagnes et 5 000 mouchoirs de tête constitue la première partie de ces dons qui prévoit également des instruments au profit de la fanfare kimbanguiste. Aujourd'hui, c'est un grand jour de fête. Je me suis proposé, malgré mes multiples occupations, que je vienne passer un moment d'union. De son côté, le représentant de l'église kimbanguiste dans le Haut-Katanga, Justin Kachiji Chayuka, a remercié les bienfaiteurs et le gouverneur Jacques Ablakate pour avoir concrétisé son vœu, comme le déclare le psaume 50, chapitre 14. Il est vraiment l'un des nôtres et il appartient à l'église kimbanguiste pour le compte de la province du Haut-Katanga. Comme disait Papa Simon Kimbangu, que les frères qui m'aiment et qui me feront du bien sont katangais. Voilà qu'il a promis et il vient de réaliser. Et cela est une nouvelle de joie et de foi. Ce 25 mai 2023, les croyants de la foi kimbanguiste ont commémoré leur 22e Noël. Il faut signaler que cette date marque l'anniversaire de naissance de Salomon Dialungana Kiangani, dernier fils de Simon Kimbangu. Déterminé à atteindre l'objectif zéro paludisme d'ici 2030 en RDC, Sanrou, antenne de l'Issala, a organisé une séance de sensibilisation à l'intention des leaders communautaires de la Mongala. Reportage. De la célébration de la journée mondiale de lutte contre le paludisme prévue le 20 mai 2023 dans la province de la Mongala, Sanrou, antenne de l'Issala, a organisé une séance de sensibilisation ce vendredi 19 mai 2023 à l'intention des leaders communautaires afin de leur montrer le danger que représente le paludisme dans la communauté. À en croire Dr Jean-Michel Sikonzo Obokungu, chef d'antenne Sanrou l'Issala, la séance d'aujourd'hui fait suite aux différentes activités de sensibilisation menées dans les écoles, églises et autres lieux publics dans l'objectif d'atteindre zéro paludisme d'ici 2030. Nous avons organisé une série de sensibilisation dans des écoles, dans des églises, en prélude de la journée mondiale de lutte contre le paludisme. De son côté, Gabriel Mayembo, ministre provincial de la Santé à la Mongala, invite les leaders communautaires de ne pas baisser la garde face au paludisme, mais plutôt de renforcer les stratégies de lutte contre ces fléaux. Nous devons tous lutter contre le paludisme par l'adoption d'un comportement favorable devant se matérialiser à travers la participation de ménages, des familles et des communautés à la lutte contre le paludisme, à en faire
une intervention majeure capable de conduire à l'élimination de cette pandémie. Remise des kits de l'hygiène menstruelle aux élèves de l'Institut Mwenza par le ministre de l'EPST. Nous sommes en Banzangungu dans le Congo central. C'était en prévision de la Journée internationale de l'hygiène en période des menstruées célébrée chaque 28 mai de l'année. Constance Mananga. Selon les statistiques des Nations Unies, une fille sur 10 ne va pas à l'école pendant ces périodes de menstrues en Afrique du Sahara, ce qui correspond à environ 20% du temps scolaire perdu sur une année. D'où la nécessité pour les élèves filles d'avoir les informations sur ce qu'elles doivent faire durant la période des règles pour continuer à vaquer à leurs occupations quotidiennes avec confort et dignité, ne pas suspendre momentanément l'école. Une journée d'information pour les élèves de l'Institut Mwenza Velela de Mbanzangongo, Congo central, organisée par Afrian, a permis au ministre Tony Mwaba de l'enseignement primaire, secondaire et technique de remettre un lot de 500 kits de l'hygiène mensuelle en prévision de la journée célébrée chaque le 28 mai. Motif de satisfaction pour ces dernières, délivrées sur l'hygiène en période de menstrues, hygiène intime et des sous-vêtements, un paquet de bandes hygiéniques, une lingette ainsi qu'un paquet prothèse slip, le tout dans un sac qui est l'initiative Kitu Maïni a mis à la disposition de ses élèves. Le représentant adjoint de l'UNEPA, Kenneth Eouzou, n'a pas manqué de sensibiliser ses élèves pour une bonne hygiène. Une journée célébrée pour interpeller les décideurs afin d'améliorer les infrastructures sanitaires en milieu scolaire. Processus électoral en RDC, la Ligue des jeunes du parti politique MSC se sont réunis dans une matinée politique sous le leadership de Jano Binanou, président provincial de Kinshasa. Jean-Richard Koualé, reportage. Le président provincial du mouvement de solidarité pour le changement ville de Kinshasa, parti cher à Laurent Batumona, à la personne de Jano Binanou, a réuni le jeudi 25 mai 2023 les interfédéraux, les fédéraux, la Ligue des femmes et la Ligue des jeunes de la ville-province de Kinshasa pour une communication qui a tourné autour des élections de 2023. Ce dernier exhorte ses troupes à se réarmer moralement et à conjuguer les efforts en vue de remporter les échéances électorales à tous les niveaux et donner une victoire écrasante à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes venus ici sincèrement pour mettre à l'ordre utile pour les candidats d'abord, sensibiliser les interfédéraux, les fédéraux, en fait les gestionnaires de Kinshasa, pour nous trouver de bons candidats. Nous ne voulons pas rêver. Le calendrier présenté par la CENI est vraiment respecté. Le mouvement de solidarité pour le changement, parti cher à l'honorable Laurent Batumona, est prêt pour les élections de 2023. Pour Jano Binanou, l'heure n'est plus à la distraction, plutôt au travail, car les élections auront bel et bien lieu. Les jeunes fédéralistes du panafricain ont célébré 60 ans de la création de l'Union africaine. Ils ont profité de l'occasion pour déposer leur mémo à la présidence, à l'Union africaine et au Parlement. 25 mai 1963, 25 mai 2023, 60 ans depuis que l'organisation de l'unité africaine, aujourd'hui l'Union africaine, a été créée. En marge de cette journée panafricaine, le mouvement fédéraliste panafricain a organisé un sitting sur l'impératif de la réunification des États africains à la place des évolués pour attirer l'attention du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers un mémo sur la campagne politique pour la réunification des États de l'Afrique. L'organisation a été créée dans un but de la sortie des indépendances. Il a été préférable pour les pères des indépendances de se constituer autour d'une organisation qui regorge simplement des pays africains parce qu'ils ont connu tous une histoire commune, ce qui est la colonisation, mais bien avant la traite négrière. Mais des activités vont venir dans les jours qui viennent. En tout cas, nous avons un agenda bien chargé, donc on va passer aux organisations de conférences dans des universités. L'unité, la vie communautaire est une caractéristique intrinsèque de peuples africains. Un peuple, un destin.
Cérémonie de remise reprise à l'Institut supérieur des commerces de Kinshasa. Sans tarder, l'ancien doyen à la faculté de l'économie, Émile Ngoy, a rejoint son nouveau bureau de secrétaire général chargé de la recherche à l'université de Kinshasa, nous dit Joël Kaembe. Ils ont abandonné leurs auditoires momentanément pour assister à la cérémonie des remises reprises à la tête de leur alma mater. Les étudiants de l'Institut supérieur des commerces de Kinshasa IEC ont envahi la cour pour saluer le départ en triomphe de son directeur général Émile Ngoy Kasongo qui, désormais, va assurer la fonction de secrétaire général chargé de la recherche à l'université de Kinshasa. Après une brève cérémonie, c'est le professeur Edson Nyonsaba qui prend les bâtons de commandement. À son actif, Émile Ngoy Kasongo lègue à son successeur des projets de base une somme de 1 684 000 $ disponibles pour la construction de 24 auditoires. Un travail de titan a été abattu par les comités de gestion dans la mise à jour des payes de l'ensemble des primes et l'augmentation de l'enveloppe salariale du personnel qui est une réalité depuis plusieurs années à l'IEC. L'ex-doyen à la faculté de l'économie à l'université de Kinshasa quitte la grande école des commerces pour revenir à la maison tel qu'on peut les lire sur les affiches. Le nouveau secrétaire général chargé de la recherche retrouve avec aisance ce nouveau quartier dans l'enceinte du bâtiment administratif de l'UNIKIN et prend officiellement ses fonctions au cours d'une cérémonie solennelle de remise reprise. Ce journal est terminé. Merci pour votre fidélité. L'actualité reste en continu sur nos antennes. Retrouvez Sandra Nyangui à 20h.